Bonsoir à tous. Vous regardez Live TV, la télé sans filtre. Vous êtes chez vous parce que vous passez une excellente journée de férié, ces jours d'Assomption. Alors, bonne fête à tous les chrétiens catholiques qui regardent Live TV, la télé sans filtre. Un autre épisode du Talk pour les vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Restez avec nous. Vous allez discuter avec nous des sujets importants les uns que les autres. Merci de rester sur Live TV. Une fois de plus, bonne fête d'Assomption à tout le monde et à tous les amis sur ce plateau. Bonne fête. Ayana nous a rejoint. Encore une fois. D'accord, de façon éclair. Oh non, je suis de la famille, son thème. comme on dit. Comme son thème? Oui. D'accord, très bien. Barry est avec nous. Bonsoir Eric, Comment bonsoir chez vous, bonsoir à la team. Super. Et puis Désiré Dénéo. Bonsoir la team, bonsoir chez vous. Quelqu'un s'est posé la question de savoir, mais comment tu prononces bien le nom de Dénéo? Voilà. C'est un guerrier. Et quelqu'un d'autre m'a dit, mais ça veut dire quoi? On va lui laisser le temps un jour de nous dire ce que ça veut dire Dénéo. Ah, c'est plutôt Dinéo? Ouais, en réalité, c'est pas ça? Elle dit Ou non. Dénéo. Dénéo, Dénéo, Dénéa. Dénéo. D'accord, très bien. Bon, dans les deux sens, ça veut dire quelque chose. Il y a un guise Possiblement. roche. Et Anguille sous roche. D'accord. Alors, comment ça va à Bois? Oui, je vais très bien, vous voyez bien. D'accord. On voit bien que tu vas très bien. Ouais. Hein, et comme tout le monde va très bien, on va y aller tout de suite avec cette émission de l'Assomption, avec le fait du jour. Et le fait du jour est une bonne nouvelle. L'amélioration du cadre de vie avec bientôt la restructuration des quartiers précaires par le ministère, les quartiers précaires d'Abidjan, il faut préciser, hein, par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec le projet PACRA, c'est le nom du projet. Donc les sites, les quartiers concernés, donc Yopougon, Jesco précisément, donc Koumassi et Abobo PK18. À première vue, on va dire que c'est une très bonne nouvelle, mais allons plus loin donc, pour savoir les objectifs et les travaux à y faire. Herman, commentaire. Déjà, il faut savoir les caractéristiques d'un quartier précaire. Un quartier précaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, il y a problème d'adduction en eau potable, il y a le raccordement en termes d'assainissement qui n'est pas fait, et il y a plein d'autres choses comme ça. Donc aujourd'hui, l'État, le gouvernement essaie d'apporter un peu ce minimum vital-là à ces populations. Je pense que c'est encouragé. Surtout qu'on sait, lorsque les gens n'ont pas d'électricité, ils font des branchements anarchiques souvent. Il y a des incendies. Les populations vivent déjà là, on parle de 300 000 personnes que ça concerne. Et surtout à Abidjan, il y a 1 200 000 populations dans ces quartiers précaires-là. Donc pour 132 quartiers, on commence avec un certain nombre. Déjà, moi, je pense que c'est à saluer. C'est très à saluer. Désiré Dénéo, quel est ton avis? Oui, après, c'est une bonne nouvelle hein, quand on sait la qualité de vie, sinon la mauvaise qualité de vie au sein de ces quartiers précaires-là. Mais on peut aller plus loin hein, pour se demander pourquoi seulement 300 000 personnes quand on sait qu'il y a 1,2 million de personnes qui vivent dans ces quartiers et quels ont été les critères de sélection pour ces premiers quartiers qui sont touchés dans le cadre de ce projet. D'accord, on est d'accord hein, que c'est un projet pilote pour le moment qui prend en considération donc, une partie de toute cette masse hein, qui sera considérée donc, dans le prolongement du projet. Rayana? Non, tout simplement dire qu'effectivement, on est, comme on le dit, hein, c'est la belle chanson en ce moment, on est dans le pays de l'émergence en ce moment. Donc je pense que ça épouse parfaitement la droite ligne que s'est assignée le gouvernement. Mais au-delà de ça, Désiré pose une question qui est très intéressante. Quels ont été les critères de sélection? Puisque de ma petite lecture personnelle, on est quand même sur des communes, sinon des quartiers qui sont de très forts enjeux électoraux. Donc quand on regarde le timing, est-ce qu'il y a derrière seulement la volonté de vouloir répondre à un besoin en infrastructure ou aussi la volonté de pouvoir se positionner dans des quartiers qui représentent de vrais enjeux? C'est ma lecture. D'accord. Le petit sourire. Si. Barry, quelle est ta lecture à toi? Bon, c'est une bonne chose, c'est une chose à saluer. Quand on sait qu'Abidjan, c'est la perle des lagunes, elle doit refléter son nom. Donc, si le gouvernement décide de mener une politique publique pour améliorer le cadre de vie des populations habitant les quartiers précaires, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, sur le profil généralement, moi j'ai une inquiétude parce que les gens ont tendance à dire que n'habitent les quartiers précaires que les populations les plus démunies, les plus défavorisées. Alors que généralement, quand vous vous rendez pour mener une étude, vous comprendrez tout de suite que c'est des gens souvent qui ont des revenus
des revenus bien évidemment très considérables qui peuvent se prendre un logement ailleurs, mais ils préfèrent rester là. Donc, avant de vraiment évaluer même l'impact de cette politique publique-là, il faut aussi chercher à savoir comment les citoyens qui y vivent perçoivent cette politique publique-là. Pour répondre rapidement à ce qu'il dit, moi je pense que quand même, il y a des exceptions en toute chose. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment la majorité qui bénéficie donc, de cette, j'ai envie de dire, innovation-là. Donc quand on voit ces quartiers-là, on sait que la majorité des personnes qui y sont ne bénéficient pas d'un certain train de vie qui reste quand même le minimum à avoir en tant que citoyen. Donc bien qu'il y ait certains qui choisissent eux-mêmes de vivre dans ces conditions-là, je pense que la grande majorité n'a pas choisi ça. Et c'est du ressort et voire du devoir même de l'État de pouvoir mettre les bonnes dispositions et les bonnes conditions à disposition de la population. Très bien. 33 milliards de nos francs donc, vont être injectés dans ce projet pour ces 3 communes, c'est non? Oui, exactement, 32 milliards, je crois. 33 milliards. Mais il y a 132 quartiers qui sont concernés, mais pas pour les 32 milliards. Les 32 milliards, c'est Je rappelle encore que c'est 33 milliards. 33 milliards, Restons sur le chiffre. 33 milliards concernent les 3 communes qui ont été identifiées, notamment GESCO à Yopougon. Donc il y a aussi Akroumian Bla de Akoumassi, et puis à Bobo, PK18, je crois. Donc, moi, ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'ils ont bien fait de ne pas mettre les quartiers qui sont construits sur des zones à risque. D'accord. Sinon, ces quartiers précaires, généralement, sont construits de façon anarchique. Qu'est-ce qu'on appelle quartier précaire déjà? C'est un quartier qui ne respecte aucun plan d'urbanisme. Donc, je veux dire, tout à l'heure, j'ai donné des caractéristiques. Il n'y a pas d'électricité qui vient s'installer dans des endroits. Les VRD ne sont pas respectés. Voilà, tout cela. Mais ils ont bien fait de ne pas prendre en compte les quartiers dans lesquels les quartiers précaires qui sont sur des zones à risque. Parce que les zones à risque, ce sont des zones où il peut y avoir inondation, il peut y avoir des catastrophes. C'est des zones à déguerpir. À déguerpir, oui. Et c'est bien de... Moi, je pense que ces zones-là, même, il faut toujours continuer à chercher à les déguerpir. Il ne faudrait pas les considérer comme ces quartiers-là. Mais en même temps, je pense que ça, on est en train de donner une image à des quartiers qui sont des quartiers précaires et que ça ne va pas donner des envies à d'autres quartiers. Parce que dans nos quartiers, on voit souvent, à côté des quartiers qui sont urbanisés, il y a des quartiers qui s'élèvent, les gens font des cabanes et autres. Ça peut leur donner des idées. Il faut pouvoir que l'État puisse circonscrire ces projets-là. Ils ont identifié les 132. Après les 132, il faut que les gens arrêtent. D'accord. Désiré? Oui, après, il faut que les gens arrêtent. Enfin, moi, je vais surtout faire un peu une analyse sociologique. Enfin, on espère que ce réaménagement qui va se faire va prendre en compte ce qu'on appelle l'intégration sociale et spatiale en géographie, c'est-à-dire que des gens étaient dans un quartier, il y avait des habitudes, il y avait des modes de vie. C'est vrai, on vient pour remettre en fait, ces quartiers-là aux normes, mais il ne faut pas non plus leur faire perdre en fait, leurs habitudes, leur mode de vie. Donc, c'est bien et ce n'est pas la première fois, en tout cas dans le cadre de projets qui découlent de la coopération entre la France en fait, et certains pays africains. Il y a eu Madagascar, justement, avec le projet Lankanou. C'était des quartiers aussi précaires qu'il fallait réhabiliter. Donc, on espère qu'on va tenir compte également de cela, que les infrastructures éducatives vont être touchées, qu'on aura également un plus avec l'aspect culturel aussi. On en sait quelque chose au niveau des travaux qui vont on parle par exemple 9 km de routes qui vont être développées au niveau de la GESCO. Enfin, les voiries vont être touchées. Mais moi, je pense aussi qu'il faut, au-delà de tout ce qui est infrastructure, il faut penser également au social, au culturel, parce qu'il y aura des centres sociaux, il y aura des foyers de jeunes, en fait, pour surtout entretenir les jeunesses dans ces quartiers-là. Quand on prend GESCO, par exemple, ce n'est pas seulement la voirie, ce n'est pas seulement l'habitat, c'est aussi donc des salles de classe, des écoles de 6 classes, par exemple, dans le cadre de GESCO, 2 terrains de sport, des ouvrages de drainage, un centre de transfert des ordures ménagères. Donc, je pense que c'est tout un cadre de vie, finalement, qui se voit assaini par la volonté, quoi. Mais pour une fois, on ne les déplace pas. Parce qu'il y a le problème de 80%, parce que les locataires, il y a 80% de locataires à Abidjan contre 20% de propriétaires. Donc la crise sur le logement, elle est véritablement réelle. Donc l'État fait bien de cantonner ceux-là pour ne pas chercher à les envoyer à des endroits où on ne pourrait peut-être pas trouver d'espace pour les insérer. Pour Marie, alors ce projet-là a été lancé en 2017. Et c'est seulement en 2024, en novembre 2024, que les travaux ont commencé avec les équipements de proximité. C'est vrai que le début du lancement et la mise en opération, ça a pris un peu de temps, mais c'est généralement les politiques publiques, c'est des
projets d'envergure ça connaît une certaine lenteur quand on connaît la gestion administrative, comment l'État fonctionne et tout. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose que d'exécuter ça. Parce que généralement, c'est des quartiers à la base où il y avait beaucoup de zones criminogènes. Parce qu'il n'y a pas de route. Vous savez, les criminels, ils aiment le noir, la nuit, pour agresser les gens. Donc, le fait de construire des routes, ça va faciliter la tâche. Par exemple, quand il y a un problème, et les pompiers, les forces de l'ordre auront plus facilement accès à ces quartiers-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une action salutaire que le gouvernement pose là. D'accord. Voilà, maintenant l'autre pan de mon intervention concernait, comment elle s'appelle, Désiré l'a dit, le cadre social, les habitudes que les populations ont. C'est déjà salutaire d'avoir des aires de jeu parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent développer des talents footballistiques, au basketball, en hand. On peut aussi créer des centres culturels pour ceux qui veulent s'initier à la danse et tout. Et généralement, c'est des quartiers où il y a un fort taux d'abandon scolaire. Donc, à partir de ces espaces qu'on crée là, on peut essayer de réorienter les jeunes qui abandonnent l'école vers d'autres activités qui vont les éloigner de la délinquance, en fait. D'accord. Très bien. Alors moi, je vais me permettre de critiquer un tout petit peu, sinon de soulever une petite préoccupation. C'est que quand je salue quand même ce projet, qui est tout à fait bienvenu dans le contexte dans lequel on se trouve, mais quand même, je pense qu'on ne pense pas assez à la décentralisation pour régler un problème d'urbanisme et de saturation de la ville. Le Grand Abidjan aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, est carrément saturé. C'est clair. On met en place un système d'urbanisation, mais croyez-moi que, voire un an après, on va se retrouver avec encore des petites maisons qui vont pousser à côté, des petites baraques qui vont... Ce sont des réalités, finalement, qui ne sont pas tracées, mais ce sont des réalités. Là où on construit une maison en ciment, à côté, on a une petite baraque qui va se construire parce qu'on a l'enfant, par exemple, le fils du gardien qui doit venir s'installer. Enfin, c'est des réalités comme ça auxquelles il faut penser. Et je pense que plus que jamais, la question de la décentralisation commence à devenir urgente. Elle peut commencer à petits pas avec, par exemple, justement, des petites, j'ai envie de dire, des petits projets immobiliers en périphérie de la ville qui sont destinés à une certaine cible de la population, qui ne travaillent pas forcément dans le centre d'Abidjan et qui peut très bien développer de nouvelles habitudes en périphérie. Donc, moi, je pense que c'est très bien de régler ce problème, mais il ne faut pas que cette solution devienne, j'ai envie de dire, le noyau naissant d'un nouveau problème. On va faire un clin d'œil, donc, nous appuyant sur les dires de Rayana, donc au projet de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas, on pourrait revenir là-dessus donc, dans nos prochaines éditions. Comment accompagner ces populations qui sont dans ces zones dites quartiers précaires, que prévoit l'État donc après ce qu'on appelle aujourd'hui réhabilitation 760 millions de francs CFA seront mis à la disposition de ces populations-là pour les accompagner dans leur logement, le temps de finir les travaux de ces quartiers-là. Après aussi, le problème, c'est de savoir si les gens vont vraiment recevoir leur argent. Parce que ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, quand il y a des... Non, mais c'est des réserves après, on dit... Mais chaque fois, vous avez le doute quand l'État dit qu'il va faire quelque chose. Non, mais après, on dit l'État a donné une enveloppe, mais on n'a pas reçu. On a vu ça ici avec les travaux du pont qu'on va bientôt inaugurer, là, le pont qui relie Yopougon au plateau. Certains habitants se sont plaints, en fait, du fait d'avoir été déguerpis, mais n'ont pas reçu, en réalité, ce qu'il fallait pour leur réhabilitation et leur logement. Donc, on espère que les populations de ces quartiers vont vraiment percevoir cet argent. Souvent aussi, il y a des cas où ils cherchent encore qu'on leur donne une autre cagnotte. Donc, il faut toujours vérifier parce que... C'est pour ça que je dis voilà, souvent, ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas rien reçu, ils reçoivent, ils ne vont pas faire le problème, ils finissent de dépenser de l'argent, ils en ont encore besoin et ils viennent poser les problèmes. Comme ils savent, comme Rayana le dit si bien, ils savent manipuler l'opinion. Je ne l'ai pas dit sur ce plateau, donc je ne sais pas d'où tu le sors. Mais c'est vrai, c'est une préoccupation qui est réelle. Encore des cas isolés, ceux qui n'ont pas reçu et qui viennent demander. Mais on a vraiment des gens qui ne reçoivent pas. Donc d'où la nécessité de vérifier quand même la chaîne de distribution de ces fonds-là. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on sait comment ça se passe, on va donner ces fonds-là pour que ce soit partagé. On a une forme de rétention qui va se faire à un certain niveau, donc les récipiendaires ne sont plus forcément des récipiendaires. Donc il faut aussi s'assurer d'avoir une certaine transparence dans cette chaîne de distribution des fonds. D'accord. Merci à tous donc, pour vos interventions sur ce sujet. Nous allons poursuivre cette émission avec le prochain sujet qui est casé dans Ça fait l'actu. On y va tout de suite. Ça fait l'actu, c'est politique, c'est élection. Les députés, le député maire, je veux le dire, Assalé Tiemoko,
de Tia Salé dénonce un complot donc, sur sa personne dans sa localité. Il affirme dans une conférence de presse que le préfet de Tia Salé est en mission ou serait en mission donc, pour son inélection donc, dans cette zone. Je ne sais pas si j'ai créé le mot ici, il existe. Hein, donc, le préfet, selon lui, est son adversaire politique. Commentaire. Rayana, la première fois c'était lui. Rayana. Mais pourquoi tu justifies directement le fait de m'avoir interpellé? Parce que j'ai reçu des observations avant D'accord. l'émission. Non, d'accord. Alors, sur cette question-là, honnêtement, moi, je pense réellement que je ne sais pas si c'était le lieu de maintenant interpeller l'opinion publique sur cette question-là. Il faut s'assurer d'arriver au terme d'une affaire, surtout quand on porte des accusations aussi sérieuses, avant de pouvoir interpeller tout le monde, surtout quand on sait la viralité et la capacité de transformation de l'information que les réseaux sociaux ont. Donc, je ne vois pas pour moi de nécessité pour l'heure d'interpeller l'opinion publique, j'ai envie de dire d'affoler, parce que finalement, on se retrouve sur ce plateau à en parler alors qu'on attend encore certains tenants et aboutissants de cette histoire. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir faire usage quand même de l'opinion publique et de la manière dont on transmet des informations. C'est très important. Je comprends derrière la volonté d'un candidat de décrier ce qu'il pourrait constituer, être une menace pour lui ou être, j'ai envie de dire, des accusations qui lui sont propres à son image. Mais derrière, je pense qu'il faut savoir faire les choses dans le temps qui est imparti. D'accord, faire les choses dans le temps qui était parti. Je veux bien. Moi, je pense qu'on prend par exemple, le préfet a contribué, ça sont les notes de Salé Timoko, le préfet a contribué par l'intimidation contre mes collaborateurs à l'enrôlement massif des personnes en convoyé d'Abidjan dans la ville de Tia Salé. Même s'il estime avoir les éléments de preuve, ça reste à l'heure actuelle des allégations. Et les allégations, pourquoi? Les canaux, c'est pas... Ça, c'est une plainte qu'il porte. Il doit porter des plaintes aux autorités compétentes, soit à la police ou à la justice, mais venir l'exposer comme ça, surtout que jusque-là, on n'a pas encore la version. D'accord. La Si version... on a lu sa sortie après donc, la conférence de presse, Oui. il dit s'être adressé donc, au ministère. Justement, je veux bien. Mais je On ne vais laisse pas Armand terminer. finir. S'il dit Rapidement. qu'il s'est adressé au ministère, mais qu'il attende qu'il continue de voir cette piste-là. Qu'est-ce que l'opinion publique qui l'interpelle, bien nationale qui l'interpelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que nous, on n'a pas les deux versions. J'ai écouté, il y a une audio qu'il attribue au préfet. Mais jusque-là, rien ne prouve que ça a été authentifié, que c'est la voix du préfet, puisqu'on ne le voit pas en image là-dessus. Donc jusque-là, ce sont des allégations. Je comprends bien qu'il soit peiné, mais il doit chercher à trouver... Qui soit inquiété aussi, parce qu'il parle de menaces sur sa vie et tout ça. Donc, ouais, les menaces, chacun de nous ici, il y a des niveaux de menaces. Je ne dis pas qu'il n'est pas inquiété. Mais moi, je suis pas menacé. quand on est menacé, même, quand un individu est menacé, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il vient dire. Il y a la police où il peut aller se plaindre pour faire porter cette plainte pour dire que je suis menacé. Et les gens vont forcément tenir compte de cela. Je ne trouve pas qu'il utilise les bons canaux pour défendre sa cause, quoi. C'est vrai. En fait, il aurait dû utiliser quel canal? On est en train de parler des réseaux sociaux. Hein. C'est légal, c'est un canal d'information, c'est un média même. Donc, il aurait dû utiliser, qui est tout aussi puissant. On est en Côte d'Ivoire. On sait la force en fait, des réseaux sociaux. On sait comment on arrive aujourd'hui à obtenir des réponses en fait, du gouvernement, de plusieurs institutions, quand on porte en fait, des causes sur les réseaux sociaux. Et donc, il aurait dû faire quoi? Attendre. On est à 3 semaines en fait, des élections municipales. C'est le 2 septembre, les municipales. Donc, il attend et puis il va porter plainte. Il ne dit rien. Bah, c'est aussi attirer en fait, l'opinion internationale, même l'opinion publique, sur ce qui va se passer à Tia Salé. Jusque-là, je ne dis pas que... Est-ce que si ce n'était pas fondé, est-ce qu'il serait venu en fait, faire une conférence de presse, rencontrer des organisations de la société civile? Est-ce que les points qu'il relève, après je ne suis pas en train de me faire en fait porte-voix en fait de le défendre, hein. On analyse la situation, on analyse la situation tous ensemble. Mais c'est ce qu'il a en fait en sa possession, bah, il s'exprime. D'accord. Eric, Barry. moi je pense qu'il faut tenir compte du contexte. On est dans un contexte préélectoral. Très bien. Chaque acteur va naturellement utiliser toutes les ressources à disposition pour se positionner auprès de l'électorat. Là, ce n'est pas le député ni le maire qu'on voit, c'est le candidat Salé Timoko qui s'exprime. Et naturellement, même moi, à sa place, si j'ai une stratégie que je peux développer pour gagner les élections, mais je la ferai tant que c'est légal. Voilà. Mais il dénonce des choses. C'est aussi ici le lieu d'interpeller le ministère de l'Intérieur. Mais regardez la gravité des choses pour t'aider à développer voilà, mieux. Si réellement le préfet est coupable de ce que monsieur le maire dit, il va falloir que le ministère tranche. Soit elle le sanctionne si les faits sont avérés. Il dit dans sa sortie que le ministère a demandé
a proposé une certaine réconciliation entre Assali Timoko et le préfet. Eric, C'est qui a refusé? Eric Landry, il dit... Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Barry, pardon. Je veux dire quoi? Si le ministère a pris cette initiative-là, ça veut dire que l'État est au courant. Mais je veux aussi qu'on comprenne qui est Assalé Tiemoko pour moi. La posture politique d'Assalé Tiemoko. C'est un monsieur qui s'est présenté comme un symbole de l'antisystème. Parce que même au Parlement, ça se voit, ces démarches sont carrément à l'opposé de ce que les autres députés font. C'est le seul pratiquement qui porte des projets de loi. Donc je veux dire que peut-être que le candidat a des vues politiques lointaines. Donc c'est là, en s'en prenant au préfet, il se construit comme acteur anti-système. Parce qu'il attaque On va dire que c'est le seul qui porte des projets. C'est aussi une stratégie politique. Des propositions de loi, c'est le seul qui porte des propositions de loi et non des projets. Après, ce n'est pas anti-système, c'est son travail de député. En tout cas, dans un intervalle de 10 ans en Côte d'Ivoire, il y a combien de députés qui ont proposé des lois? Zéro. Il n'y a que Tiemoko, en fait, quand même, enfin, on l'a vu avec la crise des data. Il n'y a que Tiemoko qui en parle. On l'a vu, en fait, avec le COGES. Tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'aucun député n'a proposé de loi. Ce que je te reproche, c'est que tu coupes la parole. Oui, mais c'est tout ça qui fait le débat. On ne va pas rester là à l'écouter. Si elle dit des choses qui ne passent pas... Il y a quelle proposition de loi concrète? Ce qui fait le débat, c'est une écoute... Je vais dire le mot Désiré. Ce qui fait le débat... Le projet, c'est la polygamie. C'est les autres. Mais je l'écoute. Je l'ai bien écouté. Mais laisse-la terminer. Mais laisse-la terminer, s'il te plaît. On est en Côte d'Ivoire, c'est le seul député au moins qui arrive à porter la voix du peuple. On a vu le COGES, la crise des data et bien d'autres sujets. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il n'est pas anti-système, il ne fait que jouer son rôle. Si les autres députés jouent leur rôle, en fait, ce que Tiemoko fait là, même, on n'allait même pas en entendre parler. Ça allait être en fait un acte, en fait, comme tout autre. C'est parce que les autres députés ne jouent pas en fait leur rôle qu'on a l'impression que c'est un héros, en fait, tout le monde l'applaudit. En fait, j'avais coupé la parole à Herman. J'avais coupé la parole à Herman. Lorsque Désiré intervient comme ça, ça donne... il n'a pas la science infuse au niveau... Lorsqu'on prend mais personne n'est en train de dire ça, loin de là. Non, Assalé Tiemoko, je suis d'accord quand il mène des combats comme la crise des data et autres, des aspirations profondes des populations, des citoyens, certes. Mais aujourd'hui, c'est quel combat il mène? Il mène un combat pour un complot contre lui-même, sa personne. Mais je veux dire que ces mêmes récriminations, il y a d'autres candidats ailleurs qui ont les mêmes récriminations concernant un préfet X ou un préfet L. Ce qu'il faut, ce que je ne supporte pas avec lui, c'est qu'il ne choisit pas les canaux qu'il faut pour porter son message. Le canal, c'est quoi? Il reproche au préfet, par exemple, de manœuvrer contre lui. Il s'en va voir la police. Il s'en va voir le ministère de l'Intérieur, il règle ça. S'il est allé voir le ministère de l'Intérieur... Mais Assalé a écrit au président de la République le 19 juin. Lui a demandé d'aller régler. C'est parce que la façon de régler du ministère ne lui a pas plu. On lui a dit, ils sont partis dans un processus. Eman, non. Pardon, Désiré, je vous fais quelques précisions. Pardon. Il a vu la police, les autorités de la localité. Il a vu le ministère de l'Intérieur. Okay. Je veux dire, toutes les voies que tu as citées là, il est passé par ces voies. Et le ministère de l'Intérieur a choisi d'y aller par l'amiable, règlement à l'amiable. Okay. Ils ont discuté, mais ça n'a pas eu de suite en fait. Mais sur quel point il y a eu règlement à l'amiable? Aujourd'hui, le seul point que je lui accorde, c'est qu'il dit par exemple qu'en 48 heures, il y a une sous-préfète qui a été révoquée pour n'avoir pas usé de son droit de réserve, n'est-ce pas? Son obligation de réserve par exemple. Donc, dans la question du député, si encore son audio, du préfet, si encore son audio est authentifié, on peut chercher à 48 heures à relever le préfet. Mais jusque-là, ce sont des allégations. Non, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Non, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Moi, je veux savoir ce qu'il aurait dû faire. On nous dit qu'il n'y a pas de canal à distribue la parole, Désiré, attention. Moi, je veux dire quoi? Le ministère de l'Intérieur peut choisir plusieurs mécanismes de résolution de conflits. Il n'est pas obligé de les sanctionner. Il peut analyser les faits. Monsieur Tiemoko porte des accusations, mais il va falloir les prouver. Il faut analyser le fond. Voilà. Et si le ministère de l'Intérieur se rend compte que ce n'est pas des faits qui peuvent être passibles de poursuites judiciaires, il peut décider, en tant que premier responsable du ministère, naturellement, de convier les deux parties à une rencontre pour rapprocher les points de vue. Ça aussi, c'est un mécanisme de résolution de contentieux et de conflits. Ce n'est pas que le ministère n'ait pas agi. Justement, le ministère a agi. Et chez eux, la meilleure manière de résoudre le contentieux, c'est de régler à l'amiable, ce qui ne lui convient pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du candidat.
D'accord. Il y a une Et toi, tu parles du capitalisation candidat. politique Voici le derrière. problème du candidat en question. Et la capitalisation politique. Voilà. Le candidat dit que selon les lois donc, du code électoral, le préfet ne peut pas intervenir dans une campagne électorale. Et il a l'impression que le préfet bat campagne pour son adversaire. C'est ça qu'il a dit, Rayana. Mais une fois que c'est dit, une fois que vous adoptez toute cette démarche, que vous expliquez tous ces faits-là, vous avez expliqué vous-même qu'il est parti à la police, il est parti au ministère de l'Intérieur, il a eu un retour, il a une suite. Donc, quelle autre suite est-ce qu'on attend? Parce qu'elle a dit que l'objectif derrière, c'était d'attirer l'attention de l'opinion publique et internationale. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Non, Moi, je ne fais qu'analyser. Attention. Donc, dans On ce analyse cas, tous. dans ce cas, donc, on est tous d'accord que le fait de publier une vidéo, si ce n'est pas attirer l'opinion publique et internationale, ce n'est rien comme objectif en réalité, à part manipuler l'opinion. Qu'est-ce qu'on appelle manipuler Mais donc, quel serait l'opinion? l'objectif? Parce que le seul objectif qu'on peut avoir derrière la volonté d'attirer l'opinion, donc la seule opinion qu'on doit attirer ici, c'est l'opinion des autorités compétentes. Si on va vers ces autorités-là, on a un retour mais qui ne nous plaît pas, quand on publie une vidéo, quelle est la volonté derrière? Quel est l'objectif derrière? Aucun. Parce que même s'il n'y a aucune volonté, il y a des conséquences. Après, en fait, quand vous êtes en train de... J'ai l'impression que c'est Tiemoko Assalé, peut-être, qui cherche à susciter d'autres choses, manipule l'opinion, en fait, manipule l'opinion. On est seulement en train de parler du canal utilisé, qui n'est pas adéquat et qui n'est pas adapté dans la résolution de son problème. Quel aurait été le canal adéquat? Mais celui qui l'a adapté et qui n'a pas fonctionné selon lui. C'est quoi le canal adéquat? Parce que quand on parle de canal, c'est le moyen par lequel on s'adresse, en fait, aux gens. Moi, je ne sais pas si on parle de la même chose. Quel aurait été le canal adéquat? Donc, en fait, je subis, selon moi, en fait, une injustice. Je dois me taire parce qu'en fait, X candidats, selon Herman, en fait, certains candidats dans d'autres localités subissent la même chose, n'en ont pas parlé. Comme je m'appelle Tiemoko Assalé, C'est pas ce qu'on je dit. dois Non, me je taire pas ce qu'on parce dit. qu'en fait, Désiré, d'autres non, candidats- Désiré ne déforme C'est pas pas, ce qu'on ne dit. me prête pas l'intention, ne On n'a déforme pas pas demandé le de se propos. taire. On a demandé de s'adresser aux bonnes personnes. Non, Désiré dit certaines choses qu'elle attribue souvent à sur le plateau, souvent elle dit certaines choses qu'elle attribue aux autres. Je ne fais que reprendre tes propos. Non, tu Herman. peux Parlez pas pas ensemble. continuer. Tous les deux, Je s'il vous peux plaît. continuer. Il y en a un qui va sortir du plateau. Si vous continuez, il y en a un qui va Mais sortir tu du ne plateau. réponds pas, tu ne réponds pas. Oui, mais toi aussi, écoute-moi. Pourquoi Est-ce que- tu veux qu'on t'écoute et tu n'écoutes pas les autres? D'accord. Pourquoi je devrais t'écouter Mais si pourquoi tu est-ce ne que tu... m'écoutes pas? Mais Herman. si tu ne fais Herman. pas pareil, pourquoi tu veux faire Herman. face au temps? La personne qu'il faut plus écouter ici, c'est moi. Déjà, Ok, on pour t'écoute commencer. déjà. Donc, je donne la parole. Tu donnes à qui? Elle termine. Bon, laisse-la terminer. Bon, voilà, ils m'ont perdu dans mon fil. Donc, je suis en train de dire qu'il aurait dû choisir quel canal, en fait, pour s'exprimer. Bah, il est libre, enfin, de parler à la presse, de faire un communiqué de presse, de rencontrer des organisations de la société civile, en fait, pour en faire cas. Et du coup, on dit, oui, ça va susciter d'autres opinions. En même temps, dans les audios qu'il révèle et dans ses propos liminaires, lors de sa conférence de presse, il dit que le préfet, en fait, dit qu'il va utiliser, en fait, la force publique, qui est la gendarmerie, en fait, contre lui le jour, en fait, des élections. Mais ce seraient en tout cas des accusations graves. Donc, autant les porter, en fait, à l'opinion publique. Si on ne se reproche pas quelque chose, enfin, il ne se reproche rien, raison pour laquelle, en fait, il porte ces accusations, enfin, ou cette affaire, en fait, publiquement. Mais pour Donc, quel pourquoi objectif? Le maire, Mais pour quel objectif? Mais justement, pour décrire la député- situation Herman, qui Le se rebondir député sur ce maire que tu as dit. Tiemoko Assalé, je ne lui enlève en rien son droit de s'exprimer en utilisant les canaux qu'il souhaite. Mais lorsque tu viens, pendant que ce n'est pas le verdict, tu ne rebondis pas sur le verdict d'un procès contre le préfet. Tu viens sur des choses que tu reproches au préfet. Jusque-là, qu'il reste des allégations. Et ces allégations-là, ça reste à prouver. Donc, comme tu sais que ce n'est pas encore... Parce que lorsqu'on accuse quelqu'un, il est présumé coupable comme présumé innocent. Jusque-là, on ne connaît pas la version du préfet. Mais que la partie Et adverse lui, il répond. vient, il veut forcément Mais que manipuler la l'opinion publique que la partie adverse- pour C'est sa là où je ne cause. suis pas d'accord. Mais c'est Herman, là où je ne suis pas d'accord. Parce que là, on est en train de rendre un sujet qui est censé être un sujet interne avec de vrais acteurs électoraux en un sujet de conversation et d'affairage sur la Mais place qu'est-ce qu'on publique. appelle- mais c'est Non, quoi- c'est je suis quoi- pas c'est quoi qu'on d'accord. appelle Ce sujet qu'on dit, d'affairage c'est qu'il public? s'est adressé Mais la chose aux politique, autorités la chose de compétentes. tous. Il explique. C'est Désiré. même pas qu'il n'a pas eu de retour. S'il n'avait pas eu de retour et qu'il s'exprimait donc sur les réseaux sociaux, on peut comprendre que c'est pour aller attirer l'attention de ces autorités-là. Il a eu un retour qui ne lui plaît pas. Donc j'estime que ça continue de se régler en interne. Quel est l'objectif de la Venez exposer vidéo le monsieur. Eric, comme Rayana, moi je dirais que quand on se plaint de quelque chose, la décision de l'autorité peut ne pas plaire à un des acteurs. Mais à partir du moment où une décision est prise par l'autorité, il faut l'accepter. Mais moi je veux dire quoi? Qui est le challenger de M. Tiemoko? Qui est concerné par son challenge? C'est l'un de ses conseillers municipaux, membre du RHDP, qui est le parti au pouvoir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut analyser à partir du capital politique. Qu'est-ce que M. Tiemoko, en tant que candidat, gagne politiquement en utilisant les réseaux sociaux? Il sait que les réseaux sociaux, c'est le canal de la communication par excellence pour le grand public.
Donc, il ne s'adresse pas au préfet, il ne s'adresse pas au ministère de l'Intérieur, il s'adresse à son électorat. Exact. Monsieur le préfet veut nous arracher notre siège. C'est le bon moment de vous remobiliser. En réalité, c'est ce qu'il veut dire. La question On de peut- la question de on peut se poser la la question. question de mise en danger, tout ça, vous Est-ce pensez que que c'est il du ne pipeau? sou- Mais Non, mais je ne dis pas que pourquoi c'est est-ce du que- pipeau. pourquoi Non, est-ce que non, je ne dis pas que quelqu'un- du non, mais pipeau. écoutez, S'il vous plaît, écoutez, en même temps, s'il le vous bilan plaît, je de termine, Timoko a s'il salé te plaît. Attention, Désiré, termine je rapidement, termine. s'il te plaît. T'es resté longtemps. Je ne dis pas que c'est du pipeau, mais on peut utiliser une situation de menace à sa guise D'accord. pour en faire un capital politique. Rien n'a bien C'est fait de parler possible. de manipulation. Ok, de- Non, moi, je ne dirais pas de en même temps- manipulation, en même mais je temps, parle de en même temps, stratégie le bilan de politique. Timoko à Salé, en fait, à Tia Salé, il n'est pas non plus, comment on va dire ça, Salé il n'est pas salé, en fait, c'est un bilan qui est quand même assez, comment on va dire ça, positif. C'est l'un quand même des maires en Côte d'Ivoire à avoir présenté son bilan à mi-parcours jusqu'à la fin de son mandat. Donc, il a un bilan, il a des arguments pour pouvoir mobiliser son électorat. D'accord. Donc, Ça n'a rien à voir. C'est comment pas faire juste, mais en on fait. peut- C'est comment faire pour nous départager, hein, pour vous départager et vous donner raison les uns aux autres très certainement. C'est d'inviter monsieur l'honorable Assalé Timoko à nous rejoindre sur ce plateau, ok, pour parler de cette situation. Donc quand il veut, hein, quand vous voulez, hein, monsieur le député, vous avez le droit de venir sur ce plateau-là pour discuter avec nous, donc pour répondre à monsieur le député et monsieur le maire aussi. On vous invite hein, sur notre plateau d'émission pour discuter de la question. Allez, on y va tout de suite. motivations à Expliquer les Herman, motivations Rayana et à Barry. Herman, à Rayana, à Désiré et à Barry très certainement et à tous nos téléspectateurs. On y va tout de suite pour le journal télévisé en images. On se retrouve dans un instant. On est de retour sur ce plateau, le plateau du talk. Et remarquez une chose, malgré l'absence d'Isabelle Vauvor, ça a été chaud quand même. Herman a trouvé donc quelqu'un avec qui chauffer son rognon quand même hein, sur les sujets. Et ça a été chaud quand même. Hein, la question de M. Assalé Timoko, qu'on rappelle encore une fois de plus, donc à venir. On appelle à venir sur notre plateau pour discuter avec nous de la question qu'il dénonce. Poursuivons cette émission avec l'info du jour. Et merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Vous regardez le talk, hein, donc la meilleure façon de passer vos vacances. 19h15, vous êtes sur Live TV à regarder le talk avec l'équipe de charme, Barry, Herman, Désiré, Rayana, et puis Isabelle Vauvor qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Alors la question du Niger, avec le président Bazoum qui a reçu la visite de son médecin. On va peut-être faire un tour de table, hein, commençant par Herman, sur la question du Niger. Mais moi, je pense que déjà, sur la question du Niger, Un petit point. on constate que la junte a pu permettre à ce que le président Mohamed Bazoum voie son médecin. Mais en même temps, il faut préciser que hier déjà, ils ont, dans une déclaration, les militaires ont dit que régulièrement, le président Mohamed Bazoum voyait son médecin. Donc, on ne sait pas forcément qui a raison. Mais ce que je constate, c'est que le spectre de l'intervention militaire a pris place et s'est quelque peu effrité. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent de négociations. On a vu les chefs religieux nigériens qui sont arrivés là-bas, qui ont échangé. Et la junte aurait dit qu'elle prend note, elle est ouverte aux négociations. Moi, je pense que c'est cette voie-là qu'il faut utiliser. On est dans la sous-région, on est des pays, la situation est très sensible. Il faut utiliser cette voie-là. Il faut continuer d'encourager les différentes parties, les deux parties surtout, à maintenir le dialogue, quoi. D'accord, Barry. Bon, c'est déjà une bonne chose qu'on permette au président qui est détenu depuis un bon moment par les militaires de recevoir son médecin. C'est un point qu'il faut souligner. Voilà, ce n'est pas parce qu'on critique les militaires. S'ils font une bonne chose, on va dire que c'est bon. Mais là où ils se contredisent eux-mêmes, c'est qu'il y a des religieux nigériens qui sont venus entamer une forme de médiation avec eux. Et ces chefs traditionnels ont rendu compte au Nigeria naturellement. Et dans la même soirée, ou le lendemain soir, les militaires font une déclaration, on dit que le président Bazoum est accusé de haute trahison. Ça me dérange, ça me choque parce que entre l'auteur d'un crime d'État, qui est un coup d'État militaire, et celui qui est victime du coup d'État, qui a trahi la nation, c'est le militaire. Donc, s'ils veulent négocier, c'est vrai peut-être que dans leur position, ils veulent être en position de force dans les négociations, en fait. C'est aussi une possibilité. Parce qu'actuellement, avec la CEDEAO, qui est dans une forme de dissuasion vis-à-vis de la junte aussi peut, dans la négociation, peut chercher à être en position de force. Mais je veux dire quoi? Il ne faut pas vouloir deux choses, une chose et son contraire.
Vous voulez négocier, mettez-vous dans la posture des gens qui veulent négocier. Parce que la CEDEAO n'a jamais fermé la porte à la négociation. Mais vous ne pouvez pas vouloir négocier. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent négocier? Non, c'est ce qu'ils ont dit à la délégation. D'accord. C'est ce que la délégation a transmis comme information, même si ça ne vient pas d'eux. Mais moi, je me dis qu'ils sont dans la surenchère. Et ça ne va pas arranger le peuple nigérien. Parce que rien que le barrage de Kadandji, qui était en cours de réalisation dans la zone des 3 frontières, aujourd'hui, le projet est arrêté. Ce qui veut dire quoi? Ça va impacter toute la région des 3 frontières. L'électricité est toujours coupée, c'est ça? L'électricité est coupée, mais il y avait un projet de barrage qui était en cours de réalisation. Le coup d'État est venu mettre tout ça écoutez, à en l'arrêt. même temps, Eric, On parle de Juste, t'as déjà parlé. Ok. Voilà. Non, mais je Vas-y, crois Ariane. que, franchement, il bouillonne là-bas. Il bouillonne? Oui, oui. on ne va pas lui donner la parole. D'accord. Gardez la parole. Désiré, vas-y. D'accord. Moi, je pense que c'est bien déjà parce qu'on s'éloigne de l'intervention militaire de la CEDEAO. C'est mon option. Depuis, il ne faut pas aller bombarder le Niger. C'est trop sensible, en fait, comme zone dans l'espace ouest africain, dans l'espace sahélien. Et après, il faut continuer, en fait, le dialogue avec les putschistes jusqu'à peut-être obtenir une libération du président Bazoum. Et puis après, voir comment est-ce que la transition va se gérer. Parce que le retour au pouvoir de Bazoum, moi, je n'y crois pas forcément. Et puis, enfin, Bazoum qui se plaint du fait qu'il ne mange pas la viande fraîche. Bon, il demande en même temps qu'il y ait un embargo. Mais c'est tout le monde qui subit. Hein. Il n'y a pas d'électricité, en fait, au Niger. C'est tout le monde qui subit. Il n'allait pas être non plus dans des conditions de luxe. D'accord. Mais, ok. Vas-y, elle dit que tu bouillonnes. Vas-y. Non, mais pas que je bouillonne. Je dis que lorsqu'on appelle à couper l'électricité et que l'électricité est coupée, on peut rester nous tous dans le noir, moi je pense. Elle a évoqué la question de la viande fraîche. La viande fraîche, là, si les Nigériens ne mangent pas, personne n'aura droit à la viande fraîche. Sauf si le palais présidentiel a quand même un groupe Pour répondre maintenant à Barry, c'est un sociologue, il sait ce qu'on appelle la doctrine de Gerasimov. C'est une crise. Chacun essaie d'utiliser tous les moyens pour se faire entendre, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau militaire, au niveau communicationnel. Chaque parti utilise. Donc, lorsque les militaires viennent dire que ils accusent le gars de trahison, de haute trahison, ils sont dans leur, je ne dis pas dans leur droit, mais c'est le schéma de la doctrine Gerasimov. On peut croire peut-être Eric, à la venue. je t'explique. Oui, vas-y. On a évoqué le problème de la gouvernance sécuritaire pour enlever le président Bazoum. Depuis le coup d'État, il y a eu au moins 2 attaques contre les forces nigériennes. Alors que la dernière attaque remontait d'il y a au moins plusieurs mois. Donc ça veut dire quoi? Qu'on arrête de nous distraire, concrètement. D'accord. Il y a des gens, c'est une volonté de conquérir, d'exercer le pouvoir politique qui s'est développé chez un certain nombre d'acteurs au sein des forces armées africaines. Donc, on cherche à légitimer la position en évoquant des concepts souvent qui n'ont même pas d'indicateurs pour être illustrés. Donc, je ne dis pas que la CEDEAO doit bombarder le Niger. Ça, tu l'as dit ici, tu avais dit que c'était une intervention de force spéciale. Tu as cru que c'était d'ailleurs pour l'Américain. Je dis, et je le répète, la CEDEAO a posé plusieurs solutions sur la table. Les négociations, la dissuasion et l'action militaire. On a donné le choix aux acteurs. Vous voulez négocier, on négocie. Vous ne voulez pas négocier, on va appliquer la politique de la dissuasion. Vous ne comprenez toujours pas, on va appliquer la manière forte. C'est aussi simple que ça. La CEDEAO n'a jamais mis en avant l'opération militaire effective sur le champ. Mais elle l'a dit et clairement, au vu aussi de tout le monde, que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et il faut rappeler que la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue ce samedi a été reportée et puis aucune date n'est encore choisie pour cette réunion. Cela explique-t-il vraiment ou confirme-t-il que le recours à la force est en train d'être abandonné parce que les négociations vont peut-être prendre place? Moi, je pense que ce qui est vraiment dommage, c'est que, encore une fois, on se retrouve dans un contexte où on a une junte donc, qui est en position de force, d'attaque, entre guillemets, pour ne pas utiliser de très grands mots, mais d'attaque. Et on a finalement un attaqué,
finalement, qui recherche également à sauver son image avec des concepts. Parler de viande, parler de positionnement politique et tout ça, je pense que le Nigérien lambda, il s'en fout de ça, c'est la vérité, il s'en fout de ça. Aujourd'hui, ce qu'il doit prôner et ce que la CEDEAO est en train de chanter, c'est comment est-ce qu'on résout ça par des voies diplomatiques, parce que c'est un modèle qu'on a vu dans d'autres pays africains et qui ont mené là où on sait. C'est un modèle qu'on voit, qu'on a vu et qui n'a pas forcément mené à ce qu'une junte soit en train d'organiser des élections apaisées pour qu'on trouve une nouvelle constitution. Donc moi, je pense que si la CEDEAO doit agir pour remettre l'ordre, il faut que la CEDEAO agisse. Les concepts et tout ça, il ne faut pas que ça vienne distraire l'opinion, honnêtement. Merci, on espère une issue heureuse pour sortir de cette situation. Moi, je voudrais juste revenir sur les conséquences des sanctions de la CEDEAO sur les populations nigériennes. Déjà, les médicaments commencent à manquer. Et à un moment donné, je pense qu'il faut se questionner sur l'impact des sanctions sur les pouvoirs. De toute manière, l'élite dirigeante ne va pas en pâtir. Donc, il faut peut-être aussi penser à ravitailler le Niger de sorte à ce que les populations puissent bénéficier d'aliments et de médicaments. Attention quand même à ce qu'on dit, ce ne sont pas les conséquences des actions de la CEDEAO, ce sont les conséquences de la résistance du coup d'État. Ce ne sont pas les actions de la CEDEAO. Ce sont les conséquences des sanctions. Une petite phrase, tu as dit, une petite phrase. Oui. On a parlé de légitimité des auteurs du coup d'État. Des militants du parti au pouvoir ont voulu manifester, la police est venue les disperser. Donc, à tous ceux qui disent que les militaires sont légitimes, ils ont la légitimité de la baïonnette. Ils n'ont pas une légitimité populaire. Ils ont la légitimité de la baïonnette et de la kalachnikov. On va s'arrêter sur ça. Barry, merci. Merci pour cette dernière intervention. On espère un dénouement heureux pour cette affaire, ce feuilleton du Niger. On espère vraiment un dénouement. L'invité du talk, Agnissan Kader, il nous rejoint sur ce plateau, l'invité du talk. Agnissan Kader, il est secrétaire général national du syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À vous le merci. Avec nous tous ici, et vous-même d'ailleurs, nous allons aborder le thème, la suppression du tronc commun en médecine. Pourquoi cette décision dérange-t-elle certains étudiants ? À commencer par vous peut-être. Elle vous dérange, cette suppression du tronc ? Elle me dérange. Elle vous dérange ? Oui. Pourquoi donc ? Bon, je pense que déjà je suis Agnissan Kader, tel que vous l'avez dit, secrétaire général national du syndicat national des étudiants en sciences de santé. Alors, cette suspension en question nous dérange dans quelle mesure ? Dans la mesure où déjà il faut dire que le tronc commun a une histoire. Voilà. Et l'histoire en question, c'est quoi l'histoire du tronc commun ? En 92, il faut dire que c'est parce qu'il y a eu un nombre quand même pléthorique au niveau des sciences de santé que le professeur Kopli Boni en question a bien voulu qu'il y ait quand même une barrière de pouvoir pallier un problème. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre qui s'est multiplié par rapport à 92. Et puis aujourd'hui, on veut pallier, on veut suspendre une solution qui a été, en tout cas, normalement, qui a servi ce pays à pouvoir régler un problème qui est devenu encore plus pire. Donc tout de suite, on voit que le problème pour lequel le tronc commun a été mis normalement en évidence n'est pas réglé. Donc venir suspendre le tronc commun, pour moi, n'est pas la solution. Moi, j'ai toute une question, mais avant cela, il y a une série de petites questions pour vous. La première question, vous avez quel niveau au niveau de votre UFR, par exemple? D'accord, je suis en année de thèse. En année de thèse. À quelle année vous avez fait vos années prépa? Et en 2014-2015. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que... Parce que, contrairement à ce qu'on entend, c'est aussi un soulagement pour certains. Et aujourd'hui, il y en a qui ont échoué du peu avec ce tronc commun qui existait. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est parce que, comme vous avez vécu ce martyre-là, et aujourd'hui, vous voulez que les nouveaux aussi vivent cela? Non, mais tout à l'heure, on ne peut pas dire ça. Allez-y, donnez vos arguments. Aujourd'hui, j'ai mon petit frère naturellement qui veut faire la médecine aujourd'hui. Voilà, mais ce n'est pas parce que mon petit frère veut faire la médecine que tout de suite, je serais d'accord pour qu'on puisse enlever ce tronc commun. S'il vient qu'il n'a pas le niveau, tout de suite, il pense que... Vous lui avez posé la question à savoir s'il est d'accord avec qu'on supprime le tronc commun ou pas? Oui, je lui ai posé la question. Et il a dit quoi? Et il n'était pas d'accord. Est-ce que... Vous comprenez que... J'ai une autre question. Est-ce que réussir le tronc commun signifie inéluctablement qu'on réussit ses études de médecine, qu'on devient excellent médecin?
Non, pas du tout. C'est deux volets bien différents. Non, Si vous en me fait, permettez. est-ce que, parce que vous auriez subi, enfin vous auriez, on sait, hein, moi je n'ai pas fait Cocody, mais on sait que le tronc commun c'est difficile, on entend en fait les étudiants en première année de médecine se plaindre. Est-ce que parce que vous avez souffert, en fait, entre guillemets, souffert, vous voulez forcément que cela s'impose aux nouveaux arrivants quand on sait que le ministère parle de 600 places en fait garanties pour le tronc commun. Est-ce que ce n'est même pas une solution même déjà pour pouvoir rétrécir le nombre de personnes qui choisissent la médecine et un critère d'excellence même, supprimer le tronc commun? Non, je ne le pense pas. Pourquoi je le dis? Parce que tel que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes passés par là, donc du coup, en quelque sorte, on veut forcément que les autres puissent passer par là. Ça n'a absolument rien à voir. Okay. C'est parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète de comment garantir la santé de la population que nous intervenons. Sinon, on pouvait se taire. Pourquoi on le dit aujourd'hui? Alors, rassurez-vous que le nombre pléthorique d'échecs au niveau du tronc commun, normalement, est beaucoup plus visible aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'après la crise post-électorale, il y a eu des promotions qui s'est accumulées. Voilà, la promotion 2012 et puis la promotion 2011. Et c'est à partir de là qu'il y a eu quand même un grand nombre au niveau du tronc commun qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent au tronc commun. Et rassurez-vous que le tronc commun, depuis le tronc commun existe, le directeur du tronc commun, nous en tant que syndicat, on s'est rapproché de lui, nous a fait savoir que le quota au tronc commun, c'est 800. Okay. C'est-à-dire que naturellement, on a besoin de 800 médecins par an. Mais avant de choisir ces 800 personnes, ce directeur en question se rapproche du doyen de l'UFM Médecine à Abidjan. Il se rapproche du doyen de pharmacie, il se rapproche du doyen d'odontostomatologie, il se rapproche du doyen de médecine Boaké. C'est en fonction du nombre qu'il peut former que lui, naturellement, il essaie d'adapter le tronc. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire pense qu'aujourd'hui on a la capacité de pouvoir former un nombre plus élevé, le problème n'est pas de suspendre le tronc commun, mais le problème en tout cas c'est d'aider l'organisation du tronc commun afin déjà de pouvoir produire les meilleurs médecins, sachant très bien qu'il y a un concours de sélectivité déjà rigoureux qui fait la fierté de ces pays qui est là, mais malgré tout la population se plaint de la qualité de médecins qui sont. Donc imaginez-vous un temps soit peu, si on doit se baser sur un recrutement, tout comme l'université. Je n'accuse pas, en tout cas, tout de suite le système de recrutement de l'université, mais si on doit se baser dessus, sachant très bien que chaque famille dans ce pays veut au moins qu'il y ait un médecin dans sa famille. Malgré qu'il y a le tronc commun. Chaque famille, pas forcément. Pas forcément, mais je veux dire qu'en tout cas, dans la majorité, est-ce que c'est parce que chaque famille veut qu'on ait un médecin dans sa famille? Chacun son tour, hein, s'il vous plaît. On va permettre à Barry d'intervenir. Mais je veux dire que, à mon frère, je vois qu'au niveau des universités, il y a un nombre précis. Mais moi, je veux alerter un peu son attention sur la gestion même du tronc commun, puisque je connais des proches qui sont passés. Moi, la gestion, le traumatisme, est-ce que ça ne fait pas échouer des gens qui vraiment sont compétents? De potentiels bons médecins qui sont déjà dans le tronc commun. Est-ce que ce traumatisme, ce stress, on voit des jeunes filles dormir dans les amphis à Bobo, à Diamé. Généralement, c'est de bons étudiants, mais est-ce que ce n'est pas ce stress-là que l'État veut éviter et proposer une piste de solution? Parce que là, ce n'est pas 1000 personnes, c'est 200 places, c'est 300 places. Et je me dis que l'État a pris la pleine mesure de la réalité avant de prendre cette décision. Non, merci beaucoup pour cette question. Moi, déjà, je pense que tout de suite, vous savez, quand quelqu'un a mal à la tête, la solution, ce n'est pas de couper la tête. La solution, c'est de chercher à soigner ce mal de tête en question. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est pas le tronc commun qui gère les systèmes d'orientation. Je prends un exemple. Ce problème en question n'est pas de suspendre le tronc commun, parce que j'ai l'impression qu'on évoque un problème, mais la solution est ailleurs. Aujourd'hui, si l'État, qui gère normalement les orientations, prend l'engagement d'orienter 1000 personnes au tronc commun et veille à ces 1000 personnes, parce qu'il y a ceux qu'on oriente au tronc commun, et puis bon, à la fin de la compo, quand on fait le ratio, il y a ceux qu'on retrouve au tronc commun. Il y en a qui font le pont, en fait. Ah bon, je ne dis rien de nouveau dans ce pays, mais quand on finit les orientations, il y a les systèmes de réclamation. On est tous d'accord que quand quelqu'un sort de là-bas, bon, il dit il a fait des réclamations, tout et autres, et voilà, à la fin de l'année, il se retrouve au tronc commun. Donc imaginez-vous, le ministre peut-être oriente en tout cas peut-être 1000 personnes à travers des systèmes de réclamation et autres, vers la compo, on se retrouve à un nombre pléthorique. C'est normal que le niveau d'échec plus élevé. Imaginons-vous, je prends un exemple tout court. Si aujourd'hui, on oriente 1000 personnes au tronc commun et que dans les 1000 personnes, le ministre dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est capable de pouvoir en tout cas former 800 personnes sur tout l'étendue du territoire. Mais on prend 800 parmi les 1000 personnes, il va rester 200 personnes qui reprennent. On oriente encore 800 pour ajouter à ces 200, ça fait les 1000. On ne fait pas assez de déchets
on est efficace et on a l'opportunité de pouvoir mieux organiser ce système en question parce que déjà, il y a un concours qui permet de faire un tri avant de venir. Sinon, ça serait un élément qu'on ne pourra pas véritablement contrôler. Lorsqu'on vous entend, vous privilégiez, enfin, vous indiquez la qualité du médecin qui va sortir ses compétences par rapport à... Si on supprime le tronc commun, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu, après le tronc commun, la première année, vos enseignants qui sont là-bas sont capables de laisser un étudiant non formé s'ils le prennent déjà à partir de la première année? C'est-à-dire dès lors que le tronc commun est brisé. Non, je n'ai pas compris la question. Je veux dire, aujourd'hui, puisque vous indiquez la qualité du médecin qui va sortir, si on prend ces étudiants-là, on les met dans les différents UFR, vos enseignants ne vont pas les former avec toute la matrice de l'enseignement, de la formation qu'un médecin doit avoir jusqu'à ce qu'ils sortent. Non, je sais pas, ils peuvent pas en tout cas. Mais qu'est-ce que vous... Non, mais le souci c'est quoi? Le souci c'est que la formation en sciences de santé n'est pas comme, je dis n'importe quoi, n'est pas comme la formation en anglais au fait. On se comprend. Pour pouvoir faire la formation en sciences de santé, il y a le volet académique et puis il y a le volet hospitalier. On se comprend. Ce qui veut dire qu'autant nous sommes sur les UFR, autant nous sommes dans les différents CHU. C'est le CHU seul qui est habilité à pouvoir former un étudiant en sciences de santé. C'est pourquoi on dit CHU. Centre hospitalier et universitaire. C'est là-bas qu'on trouve les professeurs, c'est là-bas qu'on trouve en tout cas les agrégés, c'est là-bas qu'on trouve les assistants pour pouvoir nous former. On se comprend. Donc ceux qui vous prennent en cours magistraux et au DTD, ils ne font pas grand-chose. Non, pas qu'ils ne font pas grand-chose. Chacun fait en tout cas normalement sa part. Mais il veut dire quoi? Il veut dire que la mission, c'est au niveau de l'hôpital au fait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc imaginez-vous un temps soit peu aujourd'hui, parce qu'on peut pouvoir contrôler un système aujourd'hui. Mais quand on étudie des systèmes en question 10 ans après, moi, le ministre Diawara, c'est quelqu'un, nous tous, on le connaît en tant qu'un professeur d'excellence. D'autant même, en tout cas, gens disent que quand tu n'as pas la capacité de pouvoir passer dans sa matière, tu ne passes pas. Je n'apprends rien à personne. Donc, du coup, il est pour l'excellence. Donc, comment aujourd'hui, on a besoin de 800, puisque quand on écoute les problèmes qui sont là aujourd'hui, on nous fait savoir qu'on a besoin d'élever le niveau de médecins en Côte d'Ivoire. On fait trop de déchets au tronc commun. Ah, mais si on a besoin du niveau élevé, pourquoi ne pas prendre 800 tout en gardant un concours de prestige que de supprimer en tout cas normalement ce concours. Donc, quelles sont les voies est-ce que vous êtes attaché, c'est le prestige? Quelles sont les voies que vous utilisez pour ramener le tronc commun ou avoir raison finalement? Bon, finalement, c'est d'évoquer naturellement le bon côté de ce concours, puisque aujourd'hui, nous sommes d'accord avec les réformes. Aucune nation n'évolue sans réforme. On est tous d'accord qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faut des réformes. Mais hier, on a appliqué un système, c'est-à-dire le système là où il n'y a pas de tronc commun. En 92, on a vu qu'il y avait problème. Allez-y. Ils n'ont qu'à aller dans l'histoire pour aller voir 90-91, la qualité en tout cas, comment le système sanitaire en termes de formation a eu des problèmes avant de mettre le tronc commun. Donc vous êtes en train de dire que les médecins qui ont été formés avant 92, qui n'ont pas fait, ou après en fait, qui n'ont pas fait le tronc commun, sont médiocres? Non, je n'ai pas dit ça, mais je vais dire que non, genre, en 92-91, il y a eu des problèmes au niveau de la formation. Ce qui veut dire que avant de former... Après 92-91 aussi, on est à l'époque des ajustements structurels. Il ne faut pas occulter aussi cette part en fait, politique, enfin sociopolitique de notre histoire. Le système éducatif ivoirien est en proie à beaucoup en fait, de problèmes. Donc, il ne faut pas normalement prendre 92, 91 aussi comme référence, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends. Je vais dire quoi? Le tronc commun, naturellement, a commencé en 93. On se comprend. Donc, je me dis que les années qui sont quand même rapprochées de 93, tout de suite, il y a eu certainement une évaluation en termes, en tout cas, d'efforts dans la formation. Effectivement, donc, mais ce n'est pas sur l'indicateur que vous présentez. Moi, ce qui me dérange, sérieusement, c'est pourquoi je vais vous demander... Vous orientez certainement auprès de vos syndiqués. Est-ce que vous avez écouté les syndiqués, les étudiants même? Vous avez pris leurs aspirations, leurs... Tout à l'heure, vous avez fait juste un petit sondage chez vous. Votre frère même, votre cadet, il est d'accord qu'on supprime cela. Est-ce que vos syndiqués là, parce que c'est pour eux que vous êtes là, est-ce que vous les avez écoutés, vous avez tenu compte de leurs aspirations? Tout à fait. Et nous ne parlons pas ici en notre nom propre. Voilà, je suis secrétaire général, donc on parle au nom des étudiants. Et à cet effet, il y a eu une assemblée générale qui a été tenue. Sinon, je ne suis pas là pour parler en tant que cadet, je suis là pour parler au nom de tous les étudiants. Et moi aussi, je vous invite aussi à pouvoir aller auprès des médecins, auprès en tout cas des directeurs, des chefs en tout cas normalement de chaque service, pour aller voir aussi ce sondage en question. Et même ceux qui sont au tronc commun actuellement, imaginez-vous un étudiant qui est au tronc commun actuellement, qui doit composer dans 1 mois. Et puis tout de suite, on sort sur lui, on vient lui dire que le tronc commun en question, ça n'existe plus tout.
On a eu des interviews où il y a des gens qui sont déjà traumatisés au fait. Donc je me dis qu'on n'est pas déjà suffisamment préparé, en tout cas, est-ce que pour vous cette avez décision eu à maintenant. rencontrer le ministère? Vous avez eu, après sa sortie, l'annonce, est-ce que vous avez rencontré le ministre? Bon, nous avons déposé un courrier, voilà, suite à notre assemblée générale qu'on a eue, à entretenir avec tous les étudiants en sciences de santé. Et nous sommes dans l'attente, en tout cas, normalement, à ce que ce ministre en question puisse nous recevoir. C'était quand, l'assemblée générale? Et c'était le mardi passé, je crois. D'accord. Voilà. Donc, il y a une Moi, j'aimerais semaine. juste savoir, en termes de solutions, parce que si pour vous, la solution n'est pas la suppression du tronc commun, quelles seraient les solutions justement pour avoir à la fin de la journée ces médecins compétents? Bon, ce que nous trouvons, ce que nous, en tout cas en tant qu'étudiants et responsables d'étudiants, on trouve comme solution, dans un premier temps, c'est que le ministère puisse gérer déjà le problème d'orientation. C'est un véritable problème. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que je prends un exemple, l'année passée, le ministre a orienté il a orienté 700 personnes en médecine, 200 personnes en pharmacie, 100 personnes en odontostomatologie, ça fait 1000. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui doivent composer? Ça, c'est un problème. Pour dire quoi? Pour dire qu'après les orientations, il y a un système, en tout cas, genre de réclamation qui vient. Je n'apprends rien à personne. 2 ans en arrière, à travers ce même système de réclamation, il y a eu les compos de tronc commun qui ont été bloqués. Parce qu'il y avait des personnes, en tout cas, qui avaient posé des réquisitions au tronc commun, mais ils n'avaient pas leur nom sur la liste. Séance tenant, il y a eu plus de 300 personnes qui ont été ajoutées. Donc, si j'encadre 3000 personnes et qu'on est conscient que je dois prendre 500 ou peut-être 600 personnes, ça, en fonction du nombre de places à Cocody qu'on peut former, tout de suite, on n'est pas étonné que 2000 et quelques, en tout cas, puissent échouer. Mais si tout de suite, on agit sur le nombre de personnes qu'on oriente, tel que j'avais pris l'exemple précédemment, pour dire qu'on oriente 1000 au niveau du tronc commun, et puis, comme on est capable maintenant, puisque je suppose que quand aujourd'hui le ministre vient prendre 800, ce qui veut dire qu'il y a un système d'accompagnement dans nos différents centres sanitaires, soit sur les UFR, ils vont construire certainement des labos ajoutés, parce que jusque-là, nous sommes dans nos mêmes infrastructures qui nous forment, mais rien n'a encore changé. Mais je sais que certainement qu'ils vont venir faire un certain nombre de choses pour pouvoir accueillir vraiment ces 800. Alors ça, ce sont vos pistes de solutions, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent tout simplement que le tronc commun, c'est un filtre hyper difficile qui vient juste pour bloquer les chances de ceux qui peuvent réussir finalement? Non, bien au contraire. Parce qu'ils perdent des années alors qu'ils ne sont pas finalement, enfin, ils ne font pas forcément ce qui les intéresse pendant des années, donc... Bien au contraire, moi je pense que ce problème-là, c'est un problème qui va toujours rester posé. Parce que même si on se base sur les conditions, les nouvelles conditions que le ministre vient de mettre, il y a des personnes qui ne vont pas rentrer dans ces conditions, mais qui ont l'envie de pouvoir faire la médecine. Ces personnes en question-là, ils vont certainement aller dans d'autres pays pour aller se satisfaire. Puisque aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir 12 en maths, 12 en physique. Il y a mon un cousin qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'il veut faire la médecine. Il a 14 en SVT, il a 13 en physique-chimie, mais il a 7 en mathématiques. Et ce dernier en question, il dit, lui, si ce n'est pas médecine, il ne veut plus rien faire encore dans sa vie. Donc imaginez-vous, un temps soit peu, si on enlève ce tronc commun, est-ce qu'on a réglé le problème de quelqu'un qui veut faire la médecine mais qui ne remplit pas les conditions? Je pense qu'on ne l'a pas réglé. Bon, pour dire que ce tronc commun, c'est un concours qui est hyper difficile, mais attends, c'est un concours... Je pense que comme tous les autres concours, à l'UNS, combien de personnes composent à l'UNS, combien de personnes échouent? Et aujourd'hui, il y a des passerelles. Hein. Je vous assure que quand on finit, aucun être humain ne passe par le tronc commun sans avoir un bénéfice positif. C'est pas positif. Nous sommes contents d'une chose, c'est que vous maîtrisez vraiment votre sujet. Hein. Bon, même si les syndiqués n'ont plus rien à voir avec le tronc commun, on espère vraiment que vous parlez au nom de tous les étudiants donc, concernés par la chose, parce que beaucoup ont été très heureux d'entendre dire que le tronc commun a été supprimé. Et justement, nous invitons les responsables du ministère de tutelle donc, à venir sur ce plateau pour discuter avec nous la question de la suppression du tronc commun. Merci. Hein. On peut vous appeler docteur déjà? Non. C'est promis du toi. Voilà, docteur Anis Kader, merci d'être venu sur ce plateau. Mais à vous le merci. Allez, à très bientôt. Hein, merci de rester avec nous. Sur Live TV, la télé sans filtre, vous êtes très nombreux donc, à nous regarder. Et puis, merci, hein, chers amis. Rayana, Barry, Désiré et puis Herman. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un autre numéro du Talk. Shalom.